de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous venez de l'entendre, la table ronde va être enregistrée pour que nous puissions le rediffuser plus tard sur notre site Internet. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, merci de garder vos micros et caméras fermés. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer par me présenter en attendant que plus de personnes nous rejoignent ce soir. Donc, je m'appelle Marie-Emma Castanera. Je suis la personne qui vous a écrit pour le Zoom de ce soir. Je travaille à l'instance régionale de concertation de la capitale nationale. Donc, on est une instance de concertation pour la réussite éducative. Et aujourd'hui, on organise, dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, cette table ronde sur les parcours atypiques de réussite. Donc, je suis très heureuse de pouvoir avoir à mes côtés Alex Boissonneau. Alex, je te laisse ouvrir ton micro et ta Et caméra. voilà, bonjour. Bonjour. Merci, Enchanté, on se connaît déjà. Oui. Mais merci beaucoup d'avoir accepté d'animer la table ronde. Donc, ce soir, pour moi, je vais plus laisser la parole à Alex et aux panélistes. On va être ensemble pendant 1 heure, donc pour écouter différents témoignages. Avant de débuter la discussion, je voulais juste partager quelques règles de bon fonctionnement. Donc, l'enregistrement, je l'ai déjà signalé, mais je voulais aussi préciser, si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le clavardage tout au long de la discussion. Et donc, le clavardage, c'est la petite bulle discutée que vous avez en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dedans, à interagir. Je suivrai vos questions et je les partagerai par SMS à Alex au fur et à mesure. Et à la fin de la discussion, on prendra le temps d'en poser quelques-unes à nos panélistes. Donc, voilà, je pense que sans plus tarder, on va laisser la parole à nos panélistes et puis moi, je vais vous laisser entre de bonnes mains. Donc, en vous souhaitant une très, très bonne soirée et puis au plaisir d'écouter l'échange. Alex, je te laisse du coup prendre la parole. Merci, Marie-Emma. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Alors, moi, je me présente, Alex Boissonneau. Je suis l'animateur de l'émission Première Heure de Radio-Canada, l'émission matinale ici dans la région de la capitale nationale. Beauce-Appalaches, on ratisse un peu plus large quand même. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là pour ces journées de la persévérance scolaire, pour essayer de comprendre les parcours atypiques. On en parle pas mal. On a parlé à l'émission. C'est quelque chose qui fait jaser quand même parce qu'évidemment, notre objectif ce soir, c'est de savoir de quoi il en retourne, de sensibiliser, d'apprendre de l'expérience des panélistes qui sont avec nous ce soir, de sensibiliser puis de le faire d'une façon constructive. Ça va être vraiment ça un peu notre objectif ce soir aussi, de toujours s'assurer que la discussion soit constructive pour qu'on sorte avec quelque chose de tout ça dans nos propres expériences, là, chacun de notre côté. Donc, la première chose que j'aimerais faire, ce serait peut-être d'introduire, de présenter les gens qui sont avec nous, nos panélistes qui vont discuter ce soir, nous aider à comprendre. Moi, ce que je vais faire, c'est coordonner la discussion, la faciliter, puis à la fin aussi poser vos questions, comme le disait Marie-Emma. Donc, peut-être, j'aurais envie de commencer par un tour de table pour que chaque personne puisse se présenter, peut-être en commençant par Catherine Rattel. Catherine, si vous vouliez nous dire un mot un peu sur vous, sur votre expérience dans le Oui, contexte. bonjour. Donc, moi, je suis professeure à l'Université Laval. Je suis spécialiste de la motivation et je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les pratiques parentales et les trajectoires scolaires et vocationnelles. Donc, mes travaux portent beaucoup sur le rôle du parent comme source de soutien pour son enfant à travers toute sa scolarisation. Merci, Catherine. Donc, moi, ce que je vais faire durant la discussion, c'est que je vais souvent revenir à Catherine parce que Catherine va nous aider à mettre ça en perspective, là, essayer de comprendre où on en est au niveau de la connaissance qu'on a de ces parcours-là, des expériences qu'on a. Donc, ce sera un peu ma co-animatrice ce soir, Catherine, n'est-ce pas? Merci. Et maintenant, j'aimerais entendre peut-être Marilyn.
Marilyn Beaulieu, dites-nous quelques mots sur votre personne, s'il vous plaît. Oui, allô, moi c'est Marilyn. Donc, j'ai 31 ans, originaire de Trois-Rivières. Je suis entrepreneur, donc j'ai une épicerie vrac zéro déchet à Donnacona, qui est dans le comté de Portneuf. Puis moi, j'ai un parcours atypique là, depuis toujours. J'ai un TDA, puis j'ai un TDC qui est un trouble du développement de la coordination depuis toute petite. Merci, Marilyn. Donc, ton témoignage sera précieux, évidemment, dans le contexte ce soir. On va se parler dans quelques secondes. Brigitte Lepage, vous avez accompagné votre enfant dans un parcours atypique. Brigitte? Oui, je m'excuse, j'avais oublié d'activer mon micro. Ah, Bonsoir à c'est tous. une leçon de la pandémie, ça, Brigitte. Exactement. Effectivement, donc, Brigitte Lepage, je suis coach de vie et également parent de 2 adolescents. Donc, je suis avec vous là, pour vous partager de mon expérience. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais entendre Léa et Jean-Pierre, Léa Boutin et Jean-Pierre Manderlier. Je vais commencer pour ma part. Je ne sais pas si on m'entend bien. Chacun votre tour. On va commencer par Léa. OK. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis intervenante au Centre Solidarité Jeunesse, un organisme en lutte au décrochage scolaire. Puis, je viens aujourd'hui vous parler un petit peu de mon expérience en lien avec accompagner des jeunes avec des parcours atypiques parce que c'est pas mal ça qu'on fait au quotidien. Donc, je vais parler de ma propre expérience et de l'expérience de mon collègue également. Donc, on est là aujourd'hui pour vous donner peut-être des petits trucs, des petits conseils, puis partager avec vous sur le sujet. Jean-Pierre, vous aussi, vous avez cette expérience terrain-là, vous travaillez pour le même organisme, puis vous en avez vu quand même pas mal dans votre carrière. Oui, moi c'est Jean-Pierre. Moi, je suis coordonnateur intervenant au Centre Solidarité Jeunesse. Je pense que j'entame ma 19e année. Fait que, en termes d'expérience, j'imagine que j'en ai un petit peu. On va profiter de votre vaste expérience ce soir. Merci à toutes et tous d'être là. Donc, on va commencer la discussion, si vous le voulez bien, peut-être avec Catherine, pour essayer de comprendre de quoi on parle ce soir. Lorsqu'on parle d'un parcours atypique et du fait que c'est clair, là, il y a un système, il y a un cadre, il n'y a pas tout le monde qui s'adapte aussi facilement que les autres dans ce cadre-là. Donc, au niveau de la connaissance, de ce qu'on sait de ce qui se passe, peut-être plus théoriquement, Catherine, de quoi on parle aujourd'hui? Oui, donc essentiellement, quand on parle de parcours atypique, c'est un parcours qui n'est pas linéaire. Donc, il peut comporter des sorties, des retours dans le système. C'est en fait de ne pas suivre le cursus de façon, je vais dire, officielle, qui est parfois peut-être vu un petit peu plus contraignant à certains niveaux. Donc, on parle des fois de parcours diversifiés ou non séquentiels. Et malheureusement, des fois, on a tendance à y noter un petit côté négatif, alors que pour plusieurs raisons, les gens vont entrer et sortir du système et il peut y avoir de très bonnes raisons là, d'avoir un parcours qui n'est pas linéaire. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour démystifier, essayer de comprendre, de quoi il s'agit, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. Je ne dis pas péjorativement. Il y a des gens qui ne sont juste pas au courant de ce qu'il y a, des ressources qu'on a, de ce qu'est un parcours atypique. Justement, pour peut-être commencer par une expérience personnelle, j'aimerais ça, Marilyn, que vous me parliez de votre expérience. Comment ça s'est passé pour vous? Parce que vous l'avez vécu, ça, comme élève. Ça n'avait pas toujours été facile pour vous de cadrer dans ce système-là qui aimerait souvent que tout le monde puisse s'adapter de la même façon. Non, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, moi, j'ai un TDA avec hyperactivité, puis j'ai un trouble du développement de la coordination. Donc, comme je disais, depuis toute petite, j'ai toujours eu de la misère à l'école, au primaire, puis ça s'est continué aussi au secondaire. Rendu au secondaire, donc en secondaire 3, ça a été là que j'ai doublé comme 3 fois mon secondaire 3. Je me suis, dans le fond, j'avais comme 2 choix, soit que j'avais 17 ans, puis j'étais encore dans un parcours comme standard, ou mon autre choix, c'était d'aller ça s'appelait alternance travail-études, moi, vu que je viens de Trois-Rivières, qui était une classe à 2 jours semaine d'école et 3 jours de stage. Puis ça a été ça qui a vraiment changé du tout pour moi.
puisque j'avançais vraiment à mon rythme. Donc, c'est vraiment ça que j'avais besoin. Je pense que j'étais rendue là. Est-ce que ça a été... comment ça s'est passé pour obtenir l'accompagnement dont vous aviez besoin, pour savoir à un moment donné, ben là, je ne cadre pas tout à fait dans le système comme on me le présente, j'aurais besoin d'autre chose. Comment ça s'est passé, ce cheminement-là? Ben, de base, mes parents ont toujours été là, très, très soutenants pour moi. Je pense que ça a été vraiment l'espèce d'effet de découragement. Là. Moi, j'étais hyper découragée. Puis, c'est ça, on était quand même assez bien encadrés, là, malgré, comme je dis, j'ai 31 ans. Fait que, recul, il y a 20 ans, on n'avait pas autant d'aide là, dans les écoles. Puis, c'est ça, dans le fond, il y avait cette belle option-là. Puis, moi, ce qui m'a vraiment raccroché à l'école, c'est vraiment le sport. Donc, ça a été vraiment aussi un atout là, pour moi. Je sais pas si Mais quand vous avez senti que vous aviez ce besoin-là, il y avait des gens à l'école quand même qui étaient présents, qui vous ont conseillé, qui ont pu vous dire, OK, on peut faire ça pour toi. Donc, il y a quand même eu des ressources que tu as pu trouver quand même assez facilement dans le système, là, en naviguant, là, même si ça remonte quand même à quelques années. Oui, je pense que quand même, les ressources autour de nous, il faut les utiliser. Puis je pense qu'ils ne sont pas là pour rien. Là. C'est vraiment important. Puis on a eu beaucoup de soutien aussi des professeurs qui travaillent aussi en lien avec des élèves qui ont le plus de difficultés, là, disons. Là. Catherine, j'aimerais ça peut-être vous demander ce sont qui les parcours atypiques? Quels élèves se présentent avec des parcours? Est-ce que c'est des élèves qui peuvent être diagnostiqués d'un problème de dyslexie ou d'un problème d'apprentissage? Ce sont des troubles de comportement? De quel élève parle-t-on? En fait, on parle d'une hétérogénéité là, de profils. Puis, quand on parle de besoins particuliers, ça inclut toutes sortes de choses. Puis ça inclut, si on prend la courbe normale, du monde à tous les bouts. Et des fois, ça peut être parce qu'on a plusieurs difficultés. Mais des fois, ça peut être aussi parce qu'on a trop de facilité et que ce n'est pas approprié à notre rythme d'apprentissage et que ça devient un peu aliénant ou abrutissant d'être là. Donc, il y a plein de raisons qui font en sorte qu'on va choisir de quitter, peut-être de revenir. Et ce n'est pas une seule explication. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre l'ensemble du fonctionnement du jeune pour ne pas généraliser. Puis il faut voir aussi que le marché a changé, qu'il peut avoir de très bonnes raisons de sortir puis revenir à un autre moment lorsque ce sera pertinent là, pour le jeune. Donc, ce n'est pas uniquement des élèves qui sont en grande difficulté. Là. Il faut démystifier. C'est intéressant. Donc, on comprend que chaque personne a son profil. Chaque élève a son histoire puis sa raison de se trouver dans un parcours atypique. Il n'y a pas de diagnostic qui est nécessaire non plus. Là. Il n'y a pas de trouble nécessairement de quoi que ce soit. Là. Automatiquement, non. Exactement. OK. C'est intéressant. Maintenant, peut-être, Brigitte, me parler de votre expérience parce que Marilyn y a fait référence assez rapidement. Elle est accompagnée de ses parents. Et vous êtes dans le rôle de la maman qui a 2 enfants, je pense, qui ont eu quand même un parcours atypique ou s'il y avait certaines difficultés. Comment ça s'est passé pour vous si vous nous parlez de votre expérience personnelle? Oui, tout à fait. Moi, j'ai 2 garçons qui ont maintenant 17 ans et 15 ans. Donc, si je commence avec mon plus vieux, ce qui est arrivé, c'est que rapidement, jeune, on avait de la difficulté avec lui parce qu'il était opposant envers nous. Puis on est venu à un moment donné à se questionner justement comme parents, puis à manquer d'outils, à ne pas trop savoir comment agir avec lui pour l'aider. Par la suite, quand il a commencé l'école, à l'école aussi, c'est clair que ça a eu des répercussions. Donc, les enseignants m'appelaient, on essayait de trouver des solutions, mais en même temps, quand tu ne connais pas la cause, c'est difficile là, de pouvoir aller de l'avant. Donc, par la suite, je suis allée le faire évaluer dans une clinique et effectivement, il y avait un trouble de l'opposition.
Donc, avec le rapport qu'on a eu de cette clinique-là, ça nous a permis, nous, comme parents, d'augmenter notre coffre à outils pour savoir comment mieux agir avec lui pour l'aider à la maison, mais également à lui. À mon garçon, ça lui a donné également là, des outils pour lui parce que ce qu'il me mentionnait, c'était comme une grosse boule qui montait puis qui avait de la misère à gérer. Fait que lui non plus, il ne savait pas trop comment le faire. Fait que ça nous a vraiment aidés. Et par la suite, bien, avec l'école, c'est clair que quand tu arrives avec un rapport, bien, eux, ça leur permet de faire un plan d'intervention pour aider le jeune dans son apprentissage. Et ça a été très bénéfique, là, je dirais, dans le fond, à tous les niveaux, là, nous comme parents, l'enfant et le système scolaire. Léa, je demandais à Catherine qu'est-ce qu'il y en était des jeunes qui se retrouvent dans ce parcours atypique-là. Vous avez l'expérience d'accompagner des jeunes qui se retrouvent dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous voyez? Qui sont les jeunes que vous accompagnez dans votre quotidien? Bien, c'est sûr que si je vais plus, parce que nous, présentement, on est dans les écoles secondaires, puis dans les écoles secondaires, nous, ce qu'on offre comme service, ça s'appelle un entre-classe. Donc, c'est un milieu de vie qui est là pour les jeunes qui, tantôt, Marilyn, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a été rattachée par le parascolaire, mais certains jeunes, eux, le parascolaire, ça ne fonctionne pas pour eux, ils ne se retrouvent pas. Et pour ces jeunes-là, ils ont besoin d'un endroit sécuritaire où ils peuvent s'épanouir. C'est des jeunes qui sont plutôt isolés, qui vivent beaucoup d'anxiété, qui peuvent avoir de la difficulté au niveau des habiletés sociales, de se faire des amis et tout ça. Donc, des fois, à l'école, ils ne se retrouvent pas. Donc, pour nous, notre chance, c'est qu'on est dans 4 écoles secondaires, puis on peut offrir ça aux jeunes, de les accueillir, de faire des projets de par et pour les jeunes. Puis c'est des jeunes qui se retrouvent avec la même un petit peu typologie. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour eux. Ils apprennent justement à travailler leurs habiletés, ils apprennent aussi à faire des choix de vie sains, puis ils permettent de créer des liens entre eux. Parce que justement, ils vivent des fois des choses un petit peu plus difficiles à la maison, ils vivent des difficultés scolaires, la motivation, c'est difficile, tout ça. Donc, ils se rejoignent tous ensemble, puis on a des moments d'échanger pour ventiler avec eux et tout ça. Fait, ça, c'est super intéressant comme moment avec eux, là. Jean-Pierre, vous, votre expérience, des gens que vous accompagnez, est-ce que vous avez 19 ans, vous l'avez dit, vous avez quand même, vous en avez vu d'autres, là. J'aurais même le goût de vous demander de quelle façon ça a évolué aussi, peut-être ces jeunes-là, comment ils ont évolué eux aussi et elles aussi dans leur parcours là, au fil des années. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que oui, il y a une évolution, puis en 2023, aujourd'hui, c'est sûr qu'on était même différent qu'au début des années 2000. Moi, je suis arrivé à Québec en 2004. Puis il y a quelque chose qui m'avait vraiment frappé aussi. Dans tout ça, les jeunes ont différentes phases. On est d'abord en maternelle, on va aller au primaire. On doit passer du primaire au secondaire. C'est déjà un énorme changement. Au primaire, on a une institutrice, bien souvent, un instituteur. On fait beaucoup de cours avec. À la limite, on a un prof d'éducation physique qui est différent. On a toutes nos affaires dans la même classe, on est tout le temps dans la même classe. On passe au secondaire, la vie a complètement changé en 2 mois et on se retrouve avec plusieurs profs, plusieurs classes, un casier, un cadenas, etc. Juste ça crée du stress. Hein. Des fois, on ne s'en rend pas compte, ça crée du stress. Puis ça existe depuis toujours. Et après, on s'en va au cégep, etc. Mais il y a aussi des étapes à l'intérieur même de 5 années au secondaire. On sait qu'en secondaire 3, il se passe quelque chose. Les jeunes évoluent, etc. On travaille beaucoup sur les passages. Fait que, moi, ce que je disais au début, il y a une chose qui m'avait frappé quand je suis arrivé aussi, c'est que dans certains quartiers, qu'on va dire, je vais mettre des guillemets, plus défavorisés, parce qu'encore, il faudrait voir ce que ça veut vraiment dire, c'est que 30% des parents dans un quartier à Québec n'avaient pas de secondaire 5. Puis, c'est des choses qui arrivent, hein. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont je n'ai pas envie de dire plus intelligents, quoi que ce soit, mais déjà, ils ont énormément de volonté, mais peut-être pas ce qu'il faut pour aussi aider le jeune. Et on le sait très bien, peut-être Catherine pourrait le confirmer aussi, que dans une classe, quand on a 30% des élèves qui nivellent vers le bas, ça veut dire qu'ils n'ont pas tout le soutien nécessaire, et même si le prof s'y met à 150%,
pour progresser, ils ont besoin d'aide de toutes sortes, mais les pourcentages qui sont au top de la classe, qui ont des 90%, n'arrivent pas à progresser non plus. Ça a un impact sur tout un groupe. Et je dirais, c'est ça, moi, que j'ai beaucoup observé à travers les années, qui, malheureusement, ça ne change pas. Mais ce qui a évolué aussi, c'est que fin des années 90, des années 2000, on parlait beaucoup des jeunes en troubles de comportement. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de jeunes TD ceci, TD cela. Enfin, Marilyn en a parlé aussi. On parle beaucoup plus de médication qu'avant. Je ne suis pas médecin, etc. Puis ça, c'est ça qui a évolué. C'est qu'il y a de plus en plus de petits parcours atypiques à gauche, à droite. Ça ne veut pas dire que ces jeunes-là ne vont pas réussir, mais je pense qu'il y a besoin d'énormément de soutien. Moi, c'est ça l'évolution que je vois. Puis à travers ça, il faut qu'on travaille en équipe là-dessus. Là. Catherine, peut-être là-dessus, voir un peu comment le réseau évolue dans tout ça, parce qu'on va parler de l'accompagnement. J'aimerais ça entendre aussi Marilyn là-dessus, à savoir dans votre expérience, comment vous avez été accompagnée, de quoi vous aviez besoin, puis qu'est-ce que vous auriez aimé peut-être avoir de plus. Mais avant, Catherine, voir un peu, est-ce qu'on sent quand même que on a l'impression qu'il y a quand même plus d'outils qui sont en place? Est-ce que c'est une question de coordonner tout ça, d'une meilleure compréhension d'un parcours atypique? Comment ça se passe au niveau de l'évolution de cette réalité-là? En fait, comme tantôt je disais, puis c'est une réalité, le marché du travail change. On est amené, tantôt Jean-Pierre disait que, bon, en secondaire 3, ça commence beaucoup à changer. On est conscient qu'il faut faire des choix. Il y a de la pression aussi là, de la société, de la famille, du milieu scolaire à trouver sa voie. Et il ne faut pas oublier que c'est encore des enfants là, au secondaire et que c'est normal de ne pas savoir quoi faire, où on s'en va, puis de leur mettre la pression, ça ne va pas les aider du tout. Là. Ils ont besoin de cheminer là-dedans, puis c'est un processus. Hein? On ne prend pas une décision un jour, si c'est mon choix de carrière, puis ça s'arrête là. Il va y avoir beaucoup d'étapes de tests, de rétroaction, puis de se promener à travers tout ça, ça demande une patience, ça demande un soutien et de faire confiance aussi au rythme naturel du jeune et de comprendre que c'est pas tout le monde qui se développe au même rythme, puis c'est pas tout le monde qui rentre dans une petite case, même si des fois, il faut quand même qu'il suive un certain cheminement. Donc, il faut laisser le jeune explorer, il faut le laisser découvrir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, ce qui est bon à faire, ce qui est la difficulté, ce qu'il souhaite poursuivre, puis pour respecter cette tendance-là, puis pas essayer d'imposer là, qu'est-ce que nous, comme parents, comme professionnels de l'éducation, comme intervenants, on trouve qu'il devrait être une bonne option. Donc, il faut laisser, faut soutenir ça et rassurer le jeune que c'est normal quand il y a 15 ans, par exemple, en secondaire 3, de ne pas savoir où s'en aller dans la vie, puis d'être encore en période d'essai-erreur, puis on fait ça encore longtemps, pendant beaucoup d'années. Donc, c'est comme parce que dans le fond, ce qu'on cherche, c'est des façons de permettre à l'élève, aux jeunes, de persévérer. Hein, s'assurer qu'il ne décroche pas. C'est ça l'idée aussi, de s'assurer qu'il ne décroche pas, que son parcours, peut-être s'il ne cadre pas dans le système qui est pensé pour tout un chacun, puisse s'exprimer différemment. Donc, Marilyn, par exemple, j'aurais voulu vous demander, puis on a l'impression des fois que c'est toujours le risque. Là, quand on a un parcours atypique, quand on a certaines difficultés dans le cadre qui est établi, on craint le décrochage. Vous, est-ce que ça vous est passé par l'esprit? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, ça vous est arrivé, moi, je suis tanné, là, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez pas assez proche de décrocher, vous diriez? Oui, oui, là, comme quand j'étais rendue justement en secondaire 3, que je voyais mes amis toutes rendues au secondaire 5, de retomber encore, là, moi, j'étais rendue dans la classe de ma jeune sœur. C'était un peu décourageant là, de voir tout ça, puis de voir mes amis tous réussir. C'est sûr que oui, ça m'a passé par la tête. Puis c'est là que justement, j'ai été accompagnée pour aller en classe spéciale. Puis là, j'ai justement été transférée avec des gens qui étaient comme moi, là, parce que moi, je me considère normale, là, mais on est tous normaux. Mais c'est juste que c'est des gens qui apprenaient comme peut-être à la même vitesse que moi, si je peux dire.
Puis là, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule. Puis là, on dirait que ça m'a raccroché parce que souvent, c'est des groupes aussi plus petits. Donc, ça fait comme une petite famille. On est plus proche des gens. Puis, c'est plus facile de partager aussi ce qu'on vit, ce qu'on ressent, parce que l'autre personne à côté de nous vit la même chose. Tandis que mes amis qui étaient au secondaire, eux, ne comprenaient comme pas, parce que pour eux, c'était facile, l'école. Donc, oui, à ce moment-là, mais ça n'a pas duré longtemps parce que moi, là, rendue à cette étape-là de ma vie, j'étais vraiment tannée. J'avais plus le goût de rien faire, puis je pense que c'est là que mes parents ont vraiment joué un rôle important. C'est vraiment un rôle d'accompagnement et non un rôle de dirigeant, si je peux dire. C'est vraiment moi qui ai dit, là, moi, j'en peux plus. Ça faisait comme 3 années de suite que je faisais les mêmes mathématiques, les mêmes français, le même anglais. J'étais plus capable. Fait que j'ai dit, moi, je vais me concentrer sur une seule matière qui fonctionnait par cahier. Donc, en 1 an, j'ai que fait des mathématiques. Fait en vraiment 1 an d'école, juste un cahier. Mais au bout du compte, j'ai réussi. J'ai réussi mon année de mathématiques. C'est ça qui m'a comme lancé. C'est motivant, ça. Oui, c'est ça. C'est grâce à ça. Puis là, je me dis, crime, je suis capable. Puis par la suite, j'ai repris une plus grosse tâche à l'école. Mais... J'aimerais ça, je vais vouloir vous entendre, Brigitte, là-dessus, parce que là, on interpelle aussi le côté parental, là, parce que justement, Marilyn, qu'est-ce qu'ils ont dit vos parents pour vous garder raccrochés? Vous avez dit qu'ils ont accompagné, mais à un moment donné, vous êtes allé les voir, vous avez dit, moi, je suis tanné, là. C'est quoi peut-être le mot qu'ils ont prononcé qui vous a vraiment encouragé à rester dans l'accompagnement de vos parents? Ils m'ont dit, go, on te fait confiance, mais on veut juste pas que tu lâches. Dans le fond, continue toujours l'école, même si tu vas lentement, même si tu vas à ton rythme. Dans le fond, on veut juste pas que tu abandonnes l'école. Puis même si tu finis plus tard que tes amis, c'est pas grave, c'est pas ça l'important. L'important, c'est justement que tu lâches pas. Fait que ça a été vraiment ça par rapport à mes parents, ouais. Brigitte, comme mère là, de 2 garçons comme ça qui ont ces parcours-là différents, est-ce que vous avez eu peur, vous, du décrochage? Oui, clairement, avec mon plus jeune, entre autres, qui lui a un TDA et il est dyslexique également. Il travaille super fort. Tu sais, là, il met vraiment toutes les chances de son côté, mais pour peu de résultats. Fait que, tu sais, c'est clair que par bout, il est démotivé. Tu sais, il trouve que pour ce qu'il travaille, justement, c'est pas payant. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, le fait qu'il se sente bien soutenu, bien accompagné, autant à la maison qu'à l'école, bien, ça lui permet de rester motivé, puis de vouloir continuer, puis de vivre des réussites, tu sais. Puis aussi, tu sais, je vais parler comme parent, là, souvent, on sait ou on pense savoir ce qui est bon pour nos enfants, puis c'est vrai la plupart du temps. Mais en même temps, quand on prend le temps de les écouter, de les questionner, puis d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire, parce qu'à quelque part, là, ils ont plein de belles ressources en eux, puis des fois, ils ont vraiment des bonnes idées, ils vont nous apporter des choses, des solutions qui font du sens, puis que, tu sais, on parle avec l'école, puis on est capable de mettre ça en place, puis ça fait que ça va mieux. Fait que c'est rassurant d'entendre ça puis de voir ça là, également. Ouais. Léa, je vous vois opiner de la tête, là. Est-ce que sur cet accompagnement-là des parents, puis la crainte du décochage, puis en même temps, les façons qu'on cherche de motiver l'élève à rester accroché, puis à poursuivre dans un parcours atypique, à son rythme, c'est quelque chose que vous voyez, vous, tous les jours? Oui, en effet, c'est constamment, puis on le voit quand le parent est derrière l'enfant puis qu'il l'encourage, tout ça, ça a vraiment un impact positif. Puis ce qu'on nommait tout à l'heure du faire vivre des réussites, c'est tellement important parce que des fois, ces jeunes-là, là, ils n'ont pas réussi. Ça fait longtemps qu'ils ne réussissent pas. Puis des fois, ça vient du primaire, ces non-réussites-là. Puis des fois, il faut aller juste prendre un temps d'arrêt avec eux, puis d'aller peut-être vers d'autres ressources. Donc, il y a des organismes communautaires qui sont là pour justement avoir des programmes, comme Marilyn a eu un programme justement qui a permis d'être un programme individualisé un peu plus, des petits groupes qui avaient du soutien un peu plus pour leur faire vivre des réussites puis qui sentent que
ils ont les capacités de réussir. Ça, c'est ça qui manque des fois, c'est qu'ils n'ont tellement pas confiance en leurs capacités. Fait qu'il faut juste leur amener à avoir confiance, puis aussi à leur développer des intérêts. Parce que souvent, on rencontre beaucoup de jeunes qui tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils sont intéressés à faire tel sport, tel jeu, peu importe, là, ils ne sont pas capables de dire qu'ils sont intéressés à différentes choses, puis il faut les accompagner à découvrir qu'est-ce qu'ils aiment, puis après ça, c'est un peu plus facile pour eux de s'intégrer, puis de vivre des réussites. Jean-Pierre, des fois, il y en a qui partent de loin, hein, des jeunes qui ont connu ces déceptions-là, puis qu'à un moment donné, se ferment un peu à ce qu'on propose parce qu'ils ont été déçus. C'est quoi votre truc, vous, pour essayer de les raccrocher, là? Ben, c'est la patience et le temps. Marine, elle a dit une recette un peu gagnante, c'est aller au rythme du jeune. Mais il faut prendre le temps d'aller à son rythme. Si on se met à sa place, si on l'accompagne, je pense qu'on va y arriver. Puis, pour certains, ça peut prendre 2-3 ans de plus. Mais au bout du compte, c'est quoi 2-3 ans de plus? C'est sûr que pour un jeune, c'est dur. Toute sa vie, il a 14 ans, c'est énorme. Ah ouais. Mais année, après, c'est une éternité quand on a 14 ans. Puis, ah ouais. puis je pense, pour moi, dans mon cas, moi, parce que je pense que tous les intervenants ont des recettes secrètes, ont des recettes magiques. Puis quand on crée un bon lien avec les jeunes, qu'ils ont confiance en nous, confiance aux parents, confiance à l'école aussi. Ou des fois, ils n'ont pas confiance à l'école, mais ils ont confiance aux parents. Des fois, ils ont confiance à l'intervenant. Des fois, ils ont confiance à 2, à 3, à 4. Ça permet d'avancer, ça permet d'aller à son... Moi, pour ça, c'est ça la recette. Puis, Marilyn l'a dit aussi, un petit groupe. Ça, c'est une autre recette gagnante. C'est quand on est capable de travailler en petit groupe. Nous, on suit 10 jeunes dans un programme qui s'appelle Passerelle et c'est toujours c'est maximum 10 jeunes, mais là, ils vivent beaucoup plus de réussite. On peut prendre le temps. Il y a une enseignante qui va prendre le temps avec chacun d'entre eux. Évidemment, actuellement, si on parlerait de ça dans le milieu scolaire, on va dire « c'est compliqué, surtout avec le manque de personnel », mais c'est quand même une recette gagnante, puis on le voit. Puis dans le communautaire, on est capable de le faire aussi. J'aimerais ça, Catherine, qu'on parle du rôle des parents, qu'on revienne un peu au rôle des parents, puis de l'importance qu'il y ait une espèce de trio, là, de ce que je comprends. Là, puis corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'on travaille avec le jeune, on travaille avec le réseau, évidemment, il y a des ressources aussi qui sont mises à la disposition des jeunes, et on travaille avec le parent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour inclure le parent dans l'équation, s'assurer qu'il travaille avec pour tout le monde là, dans le même sens, là? Oui, effectivement, c'est un travail d'équipe et on a tous le même objectif qui est d'aider le jeune, de s'assurer qu'il réalise son plein potentiel et qu'on soit là pour soutenir là, dans les moments de besoin. Donc, chaque personne a son rôle à jouer, chaque personne a son expertise et faut respecter l'expertise de chacun et apporter à la table qu'est-ce que nous, on a de plus pertinent là, pour le jeune. Donc, le parent, c'est la personne qui connaît le plus cet élève-là. Donc, ça, c'est sa contribution, puis le soutien à l'extérieur, mais faut pas penser que ça va remplacer, par exemple, l'expertise du personnel enseignant, l'expertise des intervenants communautaires, dans le parascolaire, etc. Donc, on travaille ensemble, puis il faut avoir une bonne communication. Il faut s'assurer que les jeunes ne vont pas passer dans les trous du filet et de pouvoir vraiment avoir le même objectif sans qu'il y ait quelqu'un qui tire la couverte de son côté. Là. Ouais. Brigitte, comment, comme parent, vous, parce que là, on parle de l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement des parents, il se fait comment? Parce que j'imagine que vous, comme mère, vous vous retrouvez un peu dans le brouillard à un moment donné. Là. Quelles sont les ressources nécessaires? Je sens que mon enfant a un problème, qui peut m'aider? Comment ça fonctionne? Comment on navigue dans tout ça? Écoutez, pour ma part, dès au début de l'année, il y a un tuteur qui est attitré à chaque élève. Donc, on a la possibilité, dès le départ, de créer un lien avec cette personne-là, surtout quand notre jeune a plus de difficultés et qu'il puisse répondre à nos besoins. Donc, facilement, moi, quand j'envoie des courriels, des questionnements, des demandes de rendez-vous, tout ça,
ils répondent présents. Là, je sens qu'ils sont là pour nous aider puis répondre à nos besoins. Également, tout à l'heure, je parlais du plan d'intervention. Ben, le parent est inclus dans ce processus-là. On a la chance de rencontrer la direction, le tuteur, l'orthopédagogue et l'enfant, bien sûr, est là également. Donc, on peut regarder ça ensemble, on en discute ensemble. Puis, moi, ça m'a permis, comme parent, justement, de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir trouver des solutions. Donc, mon expérience à moi, elle est très positive avec l'école. Je sens vraiment du support. Je ne sens pas qu'on est toute seule là, de notre côté. Ils sont là pour répondre à nos besoins. Là. Est-ce que, Léa, dans votre expérience, vous avez senti qu'en général, il y a un beau travail d'équipe qui se fait, puis que si on partage l'information, si on est transparent, si on met carte sur table, tout le monde peut mettre l'épaule à la roue. Là. Vous avez senti que les parents, entre autres, étaient présents dans le processus, qu'ils étaient suffisamment accompagnés aussi? Ça dépend. On ne se le cachera pas. Des fois, ça a déjà arrivé que les parents n'étaient pas... Bien, je ne dirais pas qu'ils ne voulaient pas, mais ils avaient peut-être ne savaient pas comment les accompagner. Mais je crois que c'est à nous, justement, de mettre un petit peu plus d'effort à ce niveau-là pour les accompagner un peu plus, les jeunes, dans ce cas-là. Mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est plus aidant quand le parent est en arrière de l'enfant. Mais il y a toujours une solution de l'accompagner autrement en tant qu'intervenant de l'école. Moi, je peux faire ces démarches-là auprès de l'enfant si jamais il y a quelque chose et tout ça. Donc, Jean-Pierre, vous avez dit à quel point c'est important, vous aussi, hein, de pouvoir faire ce travail-là en équipe. Parce que si on est dans une situation, puis ça arrive, hein, il y a des situations où des fois les parents, pour toutes sortes de raisons, là, puis l'idée, ce n'est pas de juger, là, mais pour toutes sortes de raisons, qui ne sont pas présents. Qu'est-ce qu'on fait pour le jeune à ce moment-là? C'est quoi le truc pour essayer d'être essayer de compenser? Bien, sans vouloir dire on prend la place des parents, parce qu'on ne prendra jamais la place des parents. On fait de notre mieux. Puis, comme vous l'avez dit, il y a plein de raisons pour lesquelles les parents ne sont pas là. Puis, des fois, tout simplement, les parents ne sont pas là. Les enfants ne vivent pas avec leurs parents. Ça arrive avec leur grand-mère, avec quelqu'un d'autre de la famille, où ils sont placés, etc. Il y a des situations particulières qui font que les parents ne sont pas là. Fait qu'à ce moment-là, pour accrocher un jeune, même ce que je disais tantôt, c'est le lien qu'on va créer avec. Et une fois qu'il y a un lien qui est créé, puis ce n'est pas forcément l'intervenant, ça peut être le prof de maths. Hein. Des fois c'est les profs, il y a des profs tuteurs, des fois c'est l'éducatrice, l'éducateur. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre le temps, ce que je disais tantôt, quand on prend le temps de bien écouter, de bien se mettre à la place, on va finir par y arriver, mais il faut y arriver ensemble. Et j'ai l'impression que je me répète, mais c'est vraiment ça. Puis évidemment, il y a des situations dans lesquelles sont beaucoup plus difficiles. Si on ne se le cachera pas. Des fois, ça ne marche pas à l'école. Oui, peut-être là-dessus, Marilyn, je pense que j'aimerais ça vous entendre sur ces intervenants-là qui ont été importants pour vous dans votre parcours. Est-ce que des fois, il y a eu des personnes qui vous ont marqué, qui vous ont raccroché aussi, qui vous ont motivé plus que d'autres? Est-ce que c'était important pour vous, le travail de l'enseignant à ce niveau-là, puis sa compréhension, puis sa flexibilité? Comment ça s'est passé pour vous à ce niveau-là? Moi, je pense que oui, là, c'est sûr. Comme moi, j'ai un exemple bien fraîche dans ma tête, c'est les mathématiques et les fractions. Ça ne me rentrait pas du tout dans la tête. D'ailleurs, c'est pour ça que le secondaire 3, c'est pas mal l'année qu'on apprend ça. Puis, j'ai dû passer sur peut-être un chapitre de mon cahier, la moitié de l'année, quasiment. Et la prof qui me répétait toujours les mêmes choses. Puis, sans jamais être impatiente, rien. Pour vrai, cette prof-là, c'était un ange, là, vraiment. Puis, elle était vraiment elle avait totalement ma confiance. Fait que je pense que certains professeurs, ça peut être, moi, c'était mon professeur justement du groupe spécialisé, mais il y a une autre professeure en secondaire 1 qu'elle, c'était d'autres choses. Puis moi, c'est ça, vraiment, là. La vocation, c'est là qu'on parle d'une vocation de l'enseignement, là. Cette patience-là dont vous parlez, parce que, Catherine, souvent, on n'a pas idée à quel point les intervenants
marque le parcours d'un jeune aussi, d'un enfant, que ce soit d'un parcours typique ou atypique, non? Oui, puis c'est la qualité du lien entre l'élève et son enseignant ou son enseignante, c'est un des facteurs les plus importants. Dans la mesure où il y a un lien positif, réciproque de respect et d'appréciation, on crée les bases pour vraiment créer cette ouverture-là. Quand on est un enseignant engagé, dans le fond, on structure notre environnement de sorte à ce que le jeune sente qu'il est important, qu'il a de la valeur, qu'il mérite notre temps, notre attention, qu'il mérite notre respect. Ça, c'est fondamental là, pour le... Ouais. J'aimerais ça, Marilyn, je reviens à vous. J'aimerais ça qu'on parle aussi de ce qui a été important pour vous dans votre parcours qui ne se passait pas nécessairement à l'école. Vous avez parlé, entre autres, des activités parascolaires, de l'importance que ça a eu pour vous garder accroché au parcours scolaire, dans le parcours atypique, parce que ça a joué. Hein? Je ne sais pas c'était quoi, vous, c'était le sport? Oui, bien là, moi, dans le fond, je faisais de la danse. Donc, je faisais de la danse comme 3 soirs semaine. Puis, c'était pas avec l'école, mais c'était à l'école, mais après les heures d'école. Donc, si je voulais continuer à faire ça, j'avais pas le choix de continuer d'aller à l'école. Sinon, je pouvais pas, évidemment, continuer ça. Donc, ça a été vraiment une grosse motivation pour moi parce que je voulais pas arrêter ça. Puis, c'était ce qui me passionnait. Donc, tu sais, je pense que chaque jeune est différent. Là, moi, c'était le sport, mais il y en a d'autres que c'est... il y en avait une autre personne qui était avec moi à l'école qui, lui, c'était la musique. Donc, je crois que chaque personne, justement, quand on dit tantôt qu'on parle de confiance, c'est essayer de faire confiance aux jeunes, de savoir ce qui l'intéresse. Je pense que ça a un gros pouvoir aussi sur le changement au niveau... ouais, du parcours. Brigitte, comment ça s'est passé pour vous avec vos garçons? Est-ce qu'ils ont trouvé des façons par le parascolaire aussi, se garder accrochés, se garder motivés à l'école, mais peut-être indirectement en allant chercher quelque chose ailleurs? Ah oui, définitivement. Mon plus vieux étant très sportif, pour lui, les 2 seules journées, pas journées, mais plutôt périodes d'éducation physique dans le cycle de 9 jours, c'était vraiment pas suffisant, là. Donc, hockey, soccer, volleyball, entraînement. Mais ce qu'il me dit, c'est qu'il dit, maman, c'est ça qui me permet d'être concentrée puis de capter beaucoup plus de matière. Fait que le sachant, il se connaît, fait que ça l'aide énormément, là. Pour lui, c'est vital, là, finalement. Oui, oui. Léa, peut-être là-dessus, sur cette façon indirecte-là aussi de capter l'attention puis de garder le jeune motivé. Est-ce que c'est des fois, on veut obtenir A, mais il faut que ça passe par C et B, là? Oui, en effet, des fois, ce n'est pas aussi évident parce que le jeune peut être un peu plus fermé à à nos interventions et tout ça. Donc, l'importance du lien, de créer le lien, puis tu détournes un petit peu le lien au début, pour apprendre vraiment à connaître le jeune, pour qu'il s'associe à toi. Puis souvent, je dirais que le jeune, sachant qu'il va te voir à tous les jours à l'école, puis qu'il a un bon lien avec toi, bien, ça va l'aider à se présenter à l'école, puis à être là, puis à être présent. Puis tu vas être la personne ressource qui va aller voir quand ça ne file pas, quand il a besoin de ventiler, quand il y a un besoin en particulier. Fait que c'est vraiment important, peu importe, comme on disait, que ce soit un prof et tout ça, donc de créer ce lien-là, le jeune va être plus porté à vouloir se présenter parce que justement, il va savoir qu'il va voir telle personne, puis à un moment donné, bien, il va découvrir ses intérêts, puis ça va venir de lui-même de se présenter. Donc, Jean-Pierre, des fois, il faut pouvoir décrocher un peu de l'école aussi pour rester accroché. Hein? Exact. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je suis travailleur social de formation. Et bien souvent, quand je dis aux jeunes que je suis travailleur social, ils me disent « Ben non, c'est pas possible. » Parce qu'ils ont cette image-là du travailleur social qui est dans son bureau, qui reçoit des dossiers, qui fait des plans d'intervention. Puis des fois, ben, c'est ça, à créer le lien, il faut passer par autre chose. Mini anecdote, si je peux me permettre. Il y a plusieurs années, je me levais tous les jours à 6 heures du matin parce que je voulais faire des petits déjeuners à l'école. Il fallait que je sois là à 7 heures. Donc, il fallait que je me lève quand même pas mal assez tôt. Puis, j'avais aussi des enfants très jeunes. Il fallait que je dépose ça à la garde. Il fallait que mes enfants soient à l'école bien avant les élèves pour que moi, je puisse être là à l'heure. Et on faisait des petits déjeuners. Puis,
première chose que je disais, c'est peu importe la raison pour laquelle tu n'as pas mangé ce matin, tu viens manger à l'école, c'est gratuit, puis en plus, c'est avec moi si tu veux avoir du fun. Mais par là, moi, je fais travail social, le but premier, c'est qu'ils mangent. Pourquoi? Une phrase que je disais tout le temps aux jeunes, c'est avoir le ventre bien plein, c'est avoir une tête bien pensante. Et pour moi, il était impossible de commencer à apprendre des apprentissages si tu n'as pas mangé. Pensez de tous ceux qui sont là, si vous n'avez pas pris votre café le matin, là, vous êtes de mauvaise humeur ou quoi, il y a le ventre qui gargouille à 10 heures, ça arrive. Puis ça, en même temps, ces élèves venaient pour manger, c'était ça qui les attirait. Puis j'avais fait des statistiques. À la pause de 10 heures, il y avait plus de 80% des jeunes qui n'allaient plus voir l'infirmière, ils avaient mal à la tête. Alors, et l'autre qui est plus important pour moi, c'est que tous ces élèves-là n'étaient jamais en retard à l'école. Ils étaient présents. Alors, c'est ça, on a détourné, mais on a rempli deux choses importantes. La première, tu as mangé, et la deuxième, tu es à l'école. D'une pierre deux coups. Exactement. Pour moi, ça, c'est des petits trucs qui ont marché, qui marchent encore. Aujourd'hui, n'importe qui va aller à une fête quand il y a à manger. Catherine, c'est intéressant parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a un besoin physiologique aussi. Des fois, l'accompagnement est aussi de s'assurer que tous les ingrédients sont là quand même pour qu'il puisse y avoir un apprentissage. Oui, parce qu'on a à la base nos besoins physiologiques et après, on a nos besoins psychologiques. Donc, si on veut que les jeunes soient à même d'être réceptifs à nos interventions qui visent à soutenir leurs besoins psychologiques fondamentaux, il faut s'assurer qu'on n'a pas une interférence au niveau de leurs besoins de base, comme les besoins alimentaires. Ou le sommeil aussi, ça, c'est un autre besoin qui, des fois, rendu à l'adolescence, va prendre un petit peu le pas. Si vous aviez, parce que là, il nous reste à peu près 10 minutes, un peu plus de 10 minutes pour la discussion. Catherine, peut-être si on fait une espèce de tableau général là, pour garder un jeune accroché, lui offrir ce parcours-là qui est différent de ce qu'on aurait imaginé au départ, mais qui est tout aussi valable. Qu'est-ce qui est important, vous diriez, de garder en tête à moyen puis à long terme? Bien, de garder, pour reprendre un peu qu'est-ce que je viens de mentionner, de garder en tête que tout individu qui soit dans un parcours donc typique ou atypique a des besoins psychologiques fondamentaux et tous les intervenants, donc les parents, le personnel scolaire, les intervenants, toutes les personnes impliquées dans la vie du jeune doivent agir de sorte à soutenir ces besoins-là. On parle des besoins d'autonomie, donc de se sentir vraiment à l'origine de leur comportement, d'endosser leur rôle dans leur apprentissage. On parle de besoins de compétences, donc ça ne veut pas dire d'exceller partout, ça veut dire de sentir que quand ils se mettent en action, il se produit des conséquences là, souhaitées et aussi le besoin d'appartenance sociale. Donc, le besoin d'avoir des liens positifs réciproques là, avec des individus significatifs. Donc, dans la façon qu'on a d'aborder les différentes situations, on peut soutenir ou nuire à ces jeunes-là. Et souvent, malheureusement, quand on a des enfants qui ne rentrent pas dans un moule, on a tendance à agir un peu à l'encontre de ça en étant plus contrôlant, en ayant plus à cœur de promouvoir notre propre agenda pour cet enfant-là, en essayant de déterminer un peu plus comment il pense, comment il se sent, comment il agit. Et on ne fait pas confiance au rythme naturel là, de développement du jeune, alors qu'on devrait plutôt soutenir son autonomie en étant plus empathique par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il voit comme situation, comment, c'est quoi ses opinions, c'est quoi ses intérêts, de pouvoir être là quand il y en a besoin, en lui consacrant des ressources émotionnelles, l'intérêt, de l'appréciation, d'être là en respectant qu'est-ce que notre jeune là, veut bien nous laisser avoir comme rôle dans sa vie. Donc, mais c'est tous les intervenants. Là, on peut parler de la perspective du parent, puis tantôt, vraiment, Brigitte aussi là, parlait de ce qu'il faisait, qui vient vraiment bien illustrer comment elle soutient là, les besoins de ses enfants, mais aussi par rapport aux différents intervenants, comment ils peuvent venir pallier à cette absence de satisfaction-là, ou des fois même à Marilyn, vous avez une histoire qui est vraiment très positive. Là, on va se dire, c'est un success story. Là. Vous avez un parcours atypique qui s'est bien passé, en somme toute. C'est bien terminé aussi. Vous êtes une entrepreneur. Donc,
Mais j'aimerais quand même vous demander, parce on tire toujours des leçons quand même d'un parcours comme celui-là, peut-être même plus que d'autres parcours, hein, il y a une valeur ajoutée aussi à ça. S'il y a quelque chose que vous diriez que vous auriez aimé avoir davantage dans votre parcours, peut-être une affaire que vous diriez, ah, ça, si c'était à refaire, soit vous le feriez différemment, ou soit j'aurais aimé qu'on me propose telle chose, là, parce qu'on cherche un peu des trucs aussi ce soir. Qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est sûr que comme quand je suis arrivée au cégep, on avait encore plus d'aide parce que, évidemment, quand j'étais au secondaire, là, c'était pas les mêmes périodes, là, c'était en début 2000. Là. Donc, au cégep, on avait le droit de l'ordinateur, d'avoir des logiciels comme ça qui est fournis par l'école Antidote, pouvoir prendre des notes sur l'ordinateur, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Donc, avoir eu ça au secondaire puis au primaire, ça aurait vraiment fait une grosse différence pour moi, là. Puis aussi, c'est ça, tu sais, j'avais des examens au collégial toute seule dans un local. Donc, je réussissais à lire mes textes de français, contrairement à quand j'avais un examen en classe avec tout le monde. Donc, ça a fait vraiment un gros changement pour moi. Puis, sinon, j'aurais dit, on en a parlé au début, là, mais la pression sur le choix de carrière, là, ça, c'est épouvantable quand tu es un jeune. Là. Et je veux dire, mes parents ont été vraiment accompagnants, mais concernant comme ça, j'avais quand même beaucoup de pression parce que mes parents étaient stressés pour moi. Puis, au final, j'ai étudié en éducation à l'enfance, qui me sert beaucoup avec ma fille, mais me sert pas parce que c'est pas ça que je voulais faire. Puis, je me suis dirigée vers une voie. Donc, tu sais, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est de ne mettez-vous pas de pression. Moi, j'ai fait un cours à 30 ans, puis, tu sais, je vois on peut retourner à l'école n'importe quand. Tu sais, il y a plein de voies. C'est un beau message, ça. C'est vraiment intéressant. Un conseil comme ça. Moi, si vous m'écoutez là maintenant, c'est ça que je vous dirais. Là. Stressez pas outre mesure. Hein, parce qu'on se stresse, là, tout le monde ici, je suis sûr, là, rapidement, pour bien des affaires qu'on se dit après une couple d'années, je me suis non stressé pour rien. Mais c'est un peu vrai aussi pour les jeunes. Brigitte, peut-être vous, on tire des leçons, là, on se donne des trucs. Là, quelque chose, vous diriez, ah, ça, c'est une erreur que j'ai faite, que j'aurais peut-être pas dû faire, ou j'aurais aimé ça peut-être avoir plus de telle ou telle chose. Là. On vous écoute. Mon Dieu, c'est une bonne question parce que je vous dirais que étant dans la vie très orientée solution, puis tu sais, le positivisme, je trouve quand même que dans mes deux expériences avec mes enfants qui ont été différentes parce que chaque enfant est unique, là, mais je trouve qu'on a été super bien accompagnés. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, un très bon lien avec l'école. Je sens vraiment leur apport, leur support. Ils prennent, comme Catherine le disait, là, ils ont le succès, dans le fond, à cœur de chaque élève. Puis je le ressens, ça. Fait que vite comme ça, je vous dirais que ça me vient pas, là, je suis plus dans le apprécier ce que j'ai eu, comme dans mon parcours de parent, là, ce que j'ai eu comme outil et comme support. Et moi-même, je me suis sentie accompagnée, puis je le sens encore aujourd'hui, là. Dans la reconnaissance. Il y a ça aussi, c'est important. Léa, peut-être vous, avec votre expérience aussi, travail sur le terrain, vous rencontrez des jeunes, il y a peut-être des choses qu'on fait différemment maintenant. Les leçons que vous tirez, vous, là, si vous aviez un conseil à donner, quelque chose à faire ou ne pas faire, là, selon ce que vous donne votre expérience. C'est sûr que moi, je dirais d'accepter les parcours différents parce que souvent, on les voit comme de manière péjorative, comme de manière négative. Puis moi, je trouve qu'on devrait les voir comme une chance pour les personnes de se développer. Moi, je dirais ça comme ça, d'accepter qu'il y a des parcours différents, puis que c'est juste pour aider les jeunes, c'est là pour ça, puis que ça en prend, puis ça va faire que les gens vont avoir un métier quand même, ils vont se découvrir, puis moi, c'est ça qui est important pour moi. Jean-Pierre? Moi, j'ai envie de dire, il y a autant de trucs et d'astuces qu'il y a de jeunes. L'important, c'est de lui trouver son... Là, vous allez me voir venir, parce que certains d'entre vous, on s'est déjà vu avant, mais je vais sortir un instrument ici. Ça va prendre 2 minutes.
Le D. Mais non, mais parce que imaginez que moi, je suis le jeune, puis le D est représenté par le jeune. Moi, je vois ici qu'il y a un chiffre ici, vous n'avez pas le même que moi. Et bien souvent, un jeune, quand il est à l'école devant son enseignant, ben, il montre ce chiffre. Il va montrer ce chiffre-là et il cache évidemment les autres. L'enseignant, s'il bouge va un peu deviner ce qu'il y a de ce côté-là, ce qu'il y a de ce côté-là. Il y a un 3, il y a un 4, etc. Après ça, il s'en va, il est appelé parce qu'il a fait une petite bêtise. Il va voir l'éducatrice. Quand il va arriver dans l'éducatrice, il va arriver, il va tout de suite montrer le 3. Donc là, elle a deviné qu'il y avait un par-ci. On va commencer à voir qu'il y avait un 6 ici. Là. C'est le 6 que je voyais tantôt. Il montre un peu, puis il va devant le directeur, la directrice, c'est toujours quelque chose. Et moi, je dis tout le temps, l'élève a toujours un rapport face à l'école, souvent. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient dire, on vient s'asseoir à côté du jeune. C'est-à-dire que nous, on vient s'asseoir à côté et on voit un peu cette face-là qu'il ne montre peut-être pas toujours. Et j'ai pour moi, et le truc, après, tout le monde est assez grand, vu qu'il y a un 5 ici en haut, là, mais moi, le truc qui est ici en dessous, là, c'est ça qu'on ne voit jamais. On ne le voit jamais chez le jeune. Et une fois qu'on a fait le tour, pour ça que au début, on fait un travail d'équipe, c'est important d'être ensemble, on va être capable de soulever, le truc, il est là, c'était 1, 2, regardez, ton truc, c'est le 2, toi. Ben, le 2, ça veut dire, tu vas faire ci, ça, etc. Puis, évidemment, je dis tout le temps que les gens sont super intelligents parce qu'on connaît tous le vrai truc des dés, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous l'apprendre, c'est que toujours l'opposé du 3, c'est 4, ça fait 7. L'opposé du 2, c'est 5, ça fait 7. L'opposé du 6, c'est 1 et ça fait 7. Tout le monde le sait, on connaît tous que les jeunes, on peut dire, on est assez professionnel, pas besoin de faire le tour, on est capable de savoir parce qu'on sait toujours que c'est le 2 en dessous. Mais là, au moins, mon truc à moi est différent. J'ai un dé qui s'ouvre. Le jeune n'est pas un dé à 6 faces. Il est un dé multiface. Là, je n'avais pas un gros. Fait que là, je défie n'importe qui ici de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière le 13. Donc, il faut voir le jeune dans toute sa complexité aussi. Exactement. Il faut le voir comme ça. Évidemment, un jeune, c'est pas un dé, puis là, j'ai un dé X face. Mais c'est ça. Trouvons avec lui son truc. Et une fois qu'il va avoir trouvé son truc, c'est ce qui va l'intéresser dans la vie. Il va être beaucoup plus motivé à progresser. Je veux prendre le temps parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Puis vraiment, les gens qui nous écrivent, là, on vous voit, on vous lit. On va prendre le temps de lire ces commentaires-là, peut-être poser des questions aussi. J'aurais peut-être 2 questions à poser qui nous viennent du public. Je pense qu'on peut prendre ce temps-là maintenant. Il y a Dominique Ducarme qui demande, dans les cas où les parents ne sont pas là, quelles sont les ressources? Je ne sais pas qui pourrait me répondre. Peut-être Catherine, est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire? On y a touché un peu tantôt, là, mais ça arrive aussi là, que les parents ne font pas partie de l'équation. Ça arrive que le parent ne fait pas partie de l'équation. Ça prend quand même un effort pour voir pourquoi le parent n'est pas dans l'équation aussi, parce que ça peut être des raisons qui viennent du parent, comme ça peut être des raisons qui viennent d'autres facteurs. Il faut prendre en compte la mixité socio-économique, ethnoculturelle. Ce n'est pas tous les gens qui savent qu'est-ce qu'ils ont à faire comme parents, puis comment le faire, des barrières linguistiques. Il y a plein de bonnes raisons pourquoi c'est difficile d'amener le parent à s'engager. Donc, il faut avant tout commencer par voir qu'est-ce qui accroche. Pourquoi le parent n'est pas là. Et je pense que bon, une fois que c'est établi et que le parent n'est pas là, il faut avoir en tête que les besoins de ce jeune-là peuvent être comblés par d'autres intervenants. Il n'y a jamais personne qui va prendre la place du parent. Le parent, c'est le déterminant le plus stable et global du développement du jeune, de son fonctionnement, de son bien-être, mais il y a d'autres sources de satisfaction. Puis c'est là qu'on va essayer de mobiliser des gens significatifs pour le jeune. Donc, c'est l'idéal que le parent soit là. Et on essaie de tout faire en sorte, mais il y a moyen de satisfaire ces besoins-là autrement. Autre question de A. Lévesque. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou madame Lévesque, là, pardonnez mon ignorance, c'est les détails que je n'ai pas. Qui demande « Bonjour, je travaille auprès de raccrocheurs. J'aimerais savoir, selon vous, y a-t-il d'autres compétences à développer autres que l'autodétermination et la résilience afin de faciliter le parcours d'un élève au parcours atypique? » Je ne sais pas, peut-être Léa, Jean-Pierre, si vous avez une réponse à ça. Peut-être une autre compétence importante à développer. On a beaucoup parlé de cette responsabilité-là, cette résilience
quelque chose d'autre sur quoi on aimerait miser, là. Léa, Jean-Pierre, peut-être Catherine? Léa, voulais-tu y aller? Je ne sais pas. Jean-Pierre, je vous écoute. Ben, c'est difficile, je pense, les compétences, il faut aller les chercher dans nos forces à nous, hein, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenant. Malheureusement, il y a pas, je ne pourrais pas dire qu'il y a une recette secrète. Il faut aller chercher notre truc à nous aussi. Je pense que, surtout quand on travaille en raccrochage, il faut être à l'écoute. Hein, il faut vraiment être à l'écoute et arriver à traduire le besoin du jeune. Et puis Ouais. c'est du cas par cas. Hein. Exactement. Chaque parcours est unique. On dit que c'est un parcours atypique, puis chaque jeune a son histoire, son bagage, donc, c'est beaucoup là qu'on doit jauger. Je vais vous lire des commentaires aussi, parce que vraiment, on en a reçu plusieurs, là. Puis c'est intéressant de voir aussi, d'avoir cette rétroaction-là de vous tous et toutes qui nous regardez, là. Il y a Amel qui nous dit « Chaque personne est unique à son propre potentiel », un peu ce qu'on disait aussi. Bravo Marilyn pour votre parcours. Marilyn, vous allez l'entendre souvent ça. Beaucoup de commentaires qui disent, qui vous félicitent pour ce que vous avez fait, là. Vous ne manquerez pas de félicitations ce soir. Marie-Ève qui dit « Il est important aussi en tant que parent de s'informer des programmes offerts en collaboration avec le milieu scolaire de notre enfant. » Brigitte, c'est un peu ce que vous disiez tantôt. Naviguer ça, il faut être accompagné aussi parce que des fois, ça peut être beaucoup là, à assimiler pour un parent. Donc, mais il y a cet accompagnement-là, vous l'avez dit aussi, ça existe. Marie-Ève Richer qui dit aussi « Je travaille comme TES dans une classe de psychopathologie, TSA à l'école primaire. Il y a plusieurs partenaires qui peuvent se joindre à l'équipe école. » Catherine, hein, il y a l'école, mais il y a des ressources aussi à l'extérieur. Ben, Léa, Jean-Pierre, vous en êtes des modèles aussi, là, des gens qui travaillent ensemble avec le réseau scolaire pour pouvoir accompagner les enfants. Richard Léonard aussi, salut Richard, que je connais bien, quelqu'un de mon patelin, qui dit la coalition des parents a besoin particulier est une ressource intéressante. Facebook et site, donc le message est lancé, la coalition des parents a besoin particulier. Marie-Ève Richer qui ajoute oui, les jeunes opposants et qui ont des problèmes de comportement sont souvent plus difficiles à attraper pour les sports parascolaires et autres implications. Léa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a ça aussi. Peut-être qu'il y en a des gens, des fois, que sont plus difficiles à aller chercher, peut-être parce qu'ils ont connu trop de déceptions. Puis là, ben, ça a joué ça sur leur attitude générale. Là. Oui, puis souvent, ils se sentent, comment je pourrais dire, des fois abandonnés aussi dans un coin. Puis ils ont eu peut-être plusieurs intervenants qui peut-être que ça n'a pas fonctionné avec eux. Puis là, ils ont l'impression qu'ils vont vivre la même chose. Fait que des fois, ça peut prendre un peu plus de temps, mais de ne pas se décourager puis de prendre le temps avec eux. Puis on peut toujours accéder avec eux. Tantôt, on disait, il y a une autre méthode que l'autodétermination, tout ça. C'est sûr que c'est difficile, mais moi, je suis beaucoup par projet. De développer un projet avec le jeune, des fois, ça peut l'encourager à se développer, puis aussi à trouver, à avoir le goût de venir à l'école parce qu'il y a un projet en question qui est mis en place puis, par ce jeune-là. Voilà. La patience aussi, on l'avait dit. Hein? Il y a beaucoup de ça là-dedans. Il y a Dominique Ducarme qui dit bravo Marilyn. OK. Ça continue. Pamela qui dit aussi je suis atteinte de TDA, je viens d'être diagnostiquée, je suis retournée à l'école à 30 ans. Ah, ça, c'est un bel exemple aussi pour faire mon DEP en secrétariat. Un peu ce qu'on disait tantôt à Marilyn. Parce que je voulais montrer l'exemple à mes enfants, 2 filles anxieuses et mon fils qui a un TDAH sévère, syndrome de Gilles de la Tourette et un TSA. Donc, bravo Marilyn. Séguin aussi qui dit « Je suis atteinte de TDA. Bon, ça, c'est la même personne, je pense. Désolé. Marie-Hélène qui dit également « Pour moi, nous avons tellement eu un accompagnement extraordinaire du milieu scolaire. Les professeurs sont généreux de leur temps et patients. » C'est bien ça aussi. Hein? Puis Brigitte, vous l'avez exprimé tantôt de le dire, ça, qu'il y a des gens qui se donnent corps et âme là-dedans, qui ont cette patience-là, qui accompagnent tous les jours. Puis je comprends que pour les intervenants, ce n'est pas toujours facile non plus. On parle du jeune, mais on le prend personnel là, quand on est dans le réseau. Catherine, peut-être là-dessus, hein? Parce qu'on a parlé de l'aspect du jeune, on a parlé de l'aspect des parents. Pour l'intervenant aussi, là, il faut se respecter là-dedans, non? Puis surtout, on a une relation qu'on développe là,
dans cette relation d'aide-là. Puis, ça fait partie aussi quasiment de nous. Donc, on a à cœur le développement, la réussite du jeune. Puis c'est sûr qu'on veut son mieux et ça peut vouloir dire aller un petit peu plus loin que ce que notre emploi, dans le fond, implique. C'est facile de partir physiquement du travail, mais dans notre cœur, dans notre tête, il demeure là. Donc, il faut aussi se respecter dans nos besoins. Je peux imaginer, personnel, Jean-Pierre, vous en avez eu des fois sur la tête, là, en train de manger votre souper, puis dire, oui. C'est pas le genre de métier où on arrive à la maison, on accroche notre sarrau, puis on passe à autre chose. On a toujours ça en tête, on le prend personnel aussi, on se consacre à ça. Puis c'est vrai que c'est important de le rappeler, ça aussi. Il y a Mélanie qui écrit que c'est tous ensemble que nous pouvons bien accompagner chaque jeune. Donc là aussi, rappel de l'importance du travail d'équipe. Simon Thériault qui dit merci beaucoup pour l'information et les outils que vous nous avez donnés ce soir. Pamela qui dit bravo, merci à tous. Bravo Brigitte, vous êtes une battante. Hein? Bon, un message pour vous aussi. Hein? Des félicitations. Et Linda Saint-Pierre du CTRQ qui dit merci aux panélistes et à l'animateur. Bon, merci, c'est gentil. Belle complémentarité. Bravo pour le partage de votre expérience. Donc, c'est une super discussion qu'on a eue ce soir. Franchement, là, pour essayer de comprendre un parcours atypique, essayer de tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Marilyn, je pense à vous en particulier. Puis je rappelle, c'est une belle histoire, c'est un succès. Donc, il y a aussi ça, démystifier le parcours atypique pour faire quelque chose de positif avec ça, qui n'est pas cette association-là, quelque chose de négatif. Donc, je pense qu'on y est quand même parvenu ce soir. Merci pour votre travail, votre présence, vos explications, vos lumières, vos expériences. Je pense que tout le monde a pas mal appris ce soir. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Donc, vraiment, ça a été un plaisir. Je ne sais pas si y a-t-il un mot que vous iriez dire pour la fin, peut-être Catherine, ou un dernier tour d'horizon, là, avant de se dire au revoir? Je vais aller dans le même sens que toi. Donc, tu sais, il y a plusieurs parcours. Ça peut tout être des belles histoires. Il faut laisser le jeune se développer et il n'y a pas juste un parcours, il n'y a pas juste une option possible. Et il faut avoir confiance, il faut être bienveillant envers nos jeunes. Tout à fait. Ben, je pense que c'est un beau mot de la fin, Catherine. Merci. Catherine Rattet, je rappelle que vous êtes professeure et chercheur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Marilyn, vous êtes un exemple de succès d'un parcours atypique. Ça s'est bien passé. Vous êtes maintenant entrepreneur à Donnacona. Vous êtes propriétaire de l'épicerie 1001 Bocaux. Brigitte, vous êtes une mère qui a accompagné 2 enfants qui ont eu ces parcours atypiques-là. Ça s'est bien passé, heureusement aussi. Vous avez trouvé les ressources dont vous aviez besoin. Léa Boutin, Jean-Pierre Manderlier, vous êtes intervenant au Centre de solidarité et jeunesse de Québec. Vous avez l'expérience terrain, vous nous l'avez partagé ce soir. Merci d'avoir été là. Franchement, tout le monde, ça a été une super discussion. Merci beaucoup.